tous, la vidéo du jour concerne une Holden, donc une voiture du groupe Chevrolet General Motors. Donc ce modèle c'est un V8, un V8 atmosphérique, très très belle voiture. C'est un de mes collègues, donc en fait dans cette vidéo que je n'ai pu faire qu'en anglais, je vais essayer de vous faire une petite traduction succincte de ce qu'on s'est dit. Donc il y a eu un problème de son lors de l'enregistrement de la vidéo, donc si vous la voyez en anglais, vous allez voir que au départ, jusqu'à après la 3e minute, le son n'est pas terrible. Et puis après, c'est parfait. Donc au moins, vous n'avez pas ce problème. Là, j'ai fait un son sur mon ordinateur avec un micro. Donc vous n'aurez pas ce problème de son. Donc cette voiture, elle est particulière à mes yeux parce que c'est un modèle qui est très commun, très connu en Australie. C'est une Commodore. Dans cette version-là, c'est ce qu'on appelle la Calais. C'est le haut de gamme de cette série. Et pour le coup, c'est la Calais avec le powertrain, le groupe moteur V8 atmosphérique de General Motors. C'est un modèle iconique parce que c'est la dernière série de voitures qui a été produite par cette marque Holden en Australie. Après ça, General Motors a fermé le robinet et ils ont fermé les usines de Holden en Australie, donc il n'y a plus de voitures en fait fabriquées en Australie du tout, puisque l'usine de Ford qui faisait aussi les Ford à Geelong, cette usine aussi elle a fermé. Donc là, toutes nos voitures viennent en fait de l'étranger. Donc je vais essayer de récapituler un peu ce que vaut cette voiture, comment elle est équipée, etc. pour essayer de partager avec vous. C'est vraiment une bonne bagnole. Donc en premier, je demandais à Steve comment il avait trouvé cette voiture en particulier, parce qu'elle était dans une condition parfaite quand il l'a eue, et il y fait très attention, elle est toujours superbe, et j'étais étonné, je me demandais où est-ce qu'il avait pu trouver un modèle comme ça. D'abord, il s'en est peu vendu dans l'ensemble, c'est quand même un V8, c'est pas la voiture la plus commune, mais ce modèle-là, on en voit plein sur la route, mais évidemment pas avec la même motorisation. Donc, il m'expliquait que, en fait, il l'a trouvé sur Internet, sur un site de vente de véhicules, et qu'elle était à Sydney. Alors, je vous ai mis une petite carte ici pour vous montrer. De Sydney à Geelong, il y a 936 bornes, et donc ça fait quand même une trotte pour aller voir une voiture. Mais c'est vrai qu'ici on circule quand même pas mal, donc il a vérifié tout sur Internet avec le vendeur, qui était en fait un concessionnaire, un revendeur de voitures, et il s'est organisé avec lui, et il est parti en avion, et il est revenu avec la voiture, quoi. Donc c'est des trucs quand même que les Australiens font assez fréquemment, hein. Je dois reconnaître qu'on se déplace facilement pour aller chercher une voiture, ou on la fait venir de l'autre bout du pays par train, container, etc. C'est un peu de la folie ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est un grand pays et pas tellement choix. C'est fou dire que les prix des billets d'avion en interne sont très attractifs, c'est vraiment pas cher, donc ça vaut le coup de voyager pour aller chercher une voiture si elle est moins chère. Je lui demandais aussi comment ça s'était passé pour le rapatriement, puisque la voiture, elle vient d'un autre état d'Australie, et donc du coup, il y a une différence dans la paperasse, en fait, hein, de l'équivalent de la préfecture. Donc on n'est pas dans le même état, c'est ce que je marquais là sur l'écran. Donc avec un état différent, il y a un mode de paiement, calculation de la taxe, etc. qui est différent. Donc il a dû payer une taxe pour l'importation dans l'état de Victoria où on est. Et donc ça coûtait un peu plus cher que s'il l'avait acheté dans l'état de Victoria. Mais comme il avait fait une très bonne affaire, qu'elle était de très bonnes conditions, ça valait le coup de le faire, quoi. Ensuite, il a donc fait l'immatriculation chez nous. Comme j'en ai déjà parlé, les immatriculations ici, c'est très complet. C'est pas vraiment compliqué, mais c'est complet. C'est pas du tout comme vous. On va pas faire sa plaque à droite à gauche. On va à l'équivalent de notre préfecture avec les papiers, et c'est eux qui nous fournissent une plaque. Et on paye notre plaque pour un an, pour 10 ans, on va dire. En fait, on paye notre plaque et on paye un renouvellement de cette plaque tous les ans, tous les 18 mois, comme on veut. Mais c'est une manière d'être assuré.
l'assurance minimum, ce que vous appelez le tiers, eh ben nous, il est couvert par la plaque d'immatriculation. Donc là, Steve me montrait que cet autre modèle, qui était aussi une Commodore, il aimait beaucoup cette voiture-là, et les prix s'étaient envolés, donc il s'est rendu compte qu'il pourrait jamais en acheter une. Donc il a commencé à regarder quelle autre option il avait dans cette gamme de Commodore. Il y avait celle-ci aussi qui lui plaisait. C'était la gamme qui venait un peu après celle qu'on a vue en photo avant. Et puis après, il s'est aperçu que ce modèle-là, qui était la gamme au-dessus, le dernier modèle, eh ben en fin de compte, c'était en termes de prix, ça valait plus le coup puisqu'elle était sacrément bien équipée à comparer avec un modèle d'il y a 20 ans en définitive. Parce que vous allez voir l'équipement qu'il y a sur cette voiture-là, pour une voiture qui est de 2014, donc il y a 10 ans tout juste. Vous allez voir, l'équipement est pas ridicule du tout. Même au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de voitures, y compris européennes, qui sont pas équipées de ce qu'il y a sur celle-ci. Donc je pensais, en voyant sa voiture, je pensais qu'elle était un peu comme les autres Commodore que j'avais déjà vues, mais en fait pas du tout, il m'a montré en détail et c'est quand même impressionnant. Donc dans les équipements d'origine sur ce véhicule, Steve nous explique qu'il a le heads-up display qui est en fait comment l'information projetée sur l'écran, sur le pare-brise, je sais plus comment on appelle ça en français, vous allez bien trouver, hein. Donc il a ça, il a donc tout électrique, hein, le pack électrique comprend les sièges chauffants, etc. Il a aussi un truc qu'on ne voit pas tellement en Europe, en tout cas je me souviens pas avoir vu ça très souvent, il y a le démarrage physique du moteur depuis la télécommande, depuis les clés. Vous pouvez démarrer la voiture et la préchauffer à la température que vous auriez laissé. Par exemple, c'est l'été, il fait très chaud, vous la démarrez, et la clim, elle démarre, c'est ce qu'il vient de faire là, et la clim, elle démarre automatiquement, ce qui fait qu'avant que vous montiez dans la voiture, eh ben, ça rafraîchit l'habitacle. Même chose avec le chauffage pour le matin, et donc c'est pas mal, c'est quand même, c'est un peu... c'est un peu luxueux, je dis pas que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais c'est quand même pas mal d'avoir ces options-là. Ensuite, elle est très bien équipée aussi en termes de confort, avec un système de suspension pas mal, elle est plus confortable que sportive, je dirais, malgré le V8. Le V8 dans son principe sur ce modèle-là, c'est plutôt pour avoir une voiture avec un moteur, il n'est pas fougueux, c'est une voiture qui a du couple, de la longe, et vous souffrez pas, malgré que ce soit une boîte automatique, les rapports se passent exactement au bon moment pour avoir de la puissance quasiment à tout moment. Pour rappel, c'est 260 kW, ce qui fait 350 chevaux, ce qui est quand même correct. C'est pas une voiture sportive, hein, c'est comme une Merco ou une BMW, je dirais, en termes de rapport poids-puissance et prix. Et c'est bigrement bien équipé à l'intérieur, hein, avec donc caméra de recul, sensor avant-arrière pour le parking, avec dépassement, vous avez le sensor sur le rétro pour l'angle mort. Vous avez aussi l'information quand vous changez de ligne, si vous allez tout doucement vers la ligne de gauche ou de droite sur la route, sur l'autoroute par exemple. Donc vous avez aussi cette fonctionnalité. L'intérieur est vachement propre, donc c'est un intérieur cuir et alcantara. Donc tableau de bord, ce que vous voyez en beige, c'est alcantara, et le reste c'est du cuir noir ou marron foncé. Ensuite, c'est spacieux, il y a beaucoup de place, c'est une voiture dans le format, une voiture américaine, hein, je dirais en termes d'espace à l'intérieur. Donc c'est un 5 places, avec un bon coffre aussi, je vous montrerai tout ça après. Et donc dans les équipements qui viennent avec d'origine, il y a quand même une pléthore de choses qu'on n'a pas sur d'autres voitures, quoi. Comme je le disais, tout ce qui est capteur de proximité avec les autres véhicules et tout ça, c'est présent. Ça permet d'avoir une voiture un peu plus sécurisante, ou en tout cas qui paraisse plus
plus porté sur la sécurité. Là, je montrais sur les sièges qu'il y a il y a des coutures, coutures apparentes très jolies. Donc la finition, pareil, à part quelques plastiques, on reste sur General Motors. Il y a toujours un peu de plastique un peu pourri sur General Motors, faut être honnête. Mais il y en a peu sur celle-ci par rapport à d'autres voitures que j'ai vues. Ils avaient vraiment fait un effort, il y en a peu. Là, vous voyez, sur le panneau de porte, il y a du cuir cousu, il y a de l'Alcantara, il y a un système, un système de haut-parleurs, je crois que c'est du Bose qu'il y a dessus. Et donc, oui, c'est quand même vachement bien équipé. Je rappelle que c'est le plus haut de gamme de la série, c'est la Calais V. Donc, c'est pas la plus puissante, c'est la Calais V 6 litres. Et il y a un modèle 6 litres 2 qui vient après. Il y a aussi un système qui est je trouve judicieux. Alors là, j'ai pas trop résisté. Je vais vous faire écouter un tout petit extrait de la bande son d'origine parce que on entend le V8 rugir et ça peut pas. Il faut l'écouter vraiment quoi. Ouais. C'est un système qui permet, c'est la flexibilité de l'alimentation des injecteurs qui permet de réduire la consommation. Quand vous êtes sur autoroute et que vous êtes en cruising, vous n'avez pas besoin de... Donc ce système, il alimente 4 injecteurs, oui, donc 4 cylindres sur 8. Vous réduisez la puissance d'autant, évidemment, le couple aussi, mais ça fait que vous consommez beaucoup moins, quoi. Ça fait descendre, je crois, la moyenne de ce véhicule-là, il descendait de 4 litres 5 litres de moins. C'est-à-dire qu'il arrivait à descendre en dessous des 10 litres, ce qui est pour un V8, c'est quasiment pas possible, quoi. Ça paraît énorme, je sais pas si vous pensez comme moi, mais le fait est que c'est une voiture de 10 ans déjà, et que ça reste un powertrain de V8, donc de 350 chevaux. Et toutes les voitures qui font 350 chevaux, à part les véhicules électriques ou hybrides, ben voilà quoi, à mon avis, ils sont à peu près tous dans la quasi même consommation de carburant. Donc évidemment, on n'en est plus là maintenant, ça c'est des véhicules du passé, on est bien d'accord, mais ça reste super impressionnant, la puissance du moteur, le couple que vous avez. Pour rappel, on remorque, c'est pas mon cas à moi, mais ici, on remorque énormément, il y a beaucoup de gens qui tractent des remorques ou des caravanes, c'est un grand pays, et les gens, ils aiment bien ici partir en vacances avec leur caravane en famille, une grande caravane, hein, un peu, vous voyez, caravane à 2 essieux, là, les trucs comme ça. Et pour le coup, là, d'un seul coup, c'est pas du luxe d'avoir une voiture pareille ou d'avoir un 4x4. Pour le reste, en ville, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt, mais c'est vrai qu'ici, les villes, c'est pas tout, quoi. Dès que vous sortez de... Moi, j'habite à Geelong, dès que vous sortez de Geelong, vous êtes un peu dans la pampa, quoi. Et d'un seul coup, vous êtes sur l'autoroute et vous faites des super longs trajets, quoi. Alors, rappel de la puissance moteur, 260 kW qui nous fait 350 chevaux. Le fait que ce soit un V8 avec une boîte automatique 6 rapports, ça permet d'avoir un moteur très smooth, progressif et agréable à conduire. Évidemment, vous avez le couple et la puissance, je dirais, à n'importe quel moment. Vous pouvez démarrer au feu comme un malade si vous voulez, hein. La machine elle pourra toujours la boîte de vitesse comme le système de transmission sont vraiment faits pour du solide. Ça c'est le système AFM, c'est le système dont je vous parlais avant qui permet de limiter la casse en termes de consommation de carburant. Donc vous pouvez faire une recherche sur internet si vous voulez. Je pense que depuis Holden ils ont laissé tomber ça si je me souviens, parce que avec le temps il y a réduction du nombre de cylindres et donc c'est plus tellement raisonnable d'avoir un système pareil. D'autant plus que maintenant pour consommer moins on a des véhicules hybrides et on passera sans doute à un moment ou un autre avec des véhicules électriques, ce qui est pour nous pas le cas avant longtemps, parce que vu la taille du pays, avant qu'on soit équipé et qu'on couvre des zones entières de recharge, je pense pas que ça va arriver dès demain, faut pas rêver. Mais bon, je vois de plus en plus de voitures électriques et c'est vrai qu'on n'est pas très loin de l'Asie et que du coup le marché
se développant. Il y a de plus en plus de voitures électriques chinoises. Et je pense que c'est de là que vont venir les prochaines marques de voitures d'Asie, hein, je pense, pour nous. Parce qu'on est dans une zone économique commune, un peu comme vous dans la zone Europe pour les Européens. Ben là, c'est à peu près pareil, c'est la zone Pacifique, je crois. Et donc, du coup, c'est moins taxé que si c'était des produits qui venaient d'Europe ou de je ne sais où. Cette voiture, comme je le disais au départ, elle était vraiment particulière parce que c'était la dernière que Holden a fait sur le territoire. On le savait pas à l'époque, mais peu de temps après, on a appris qu'il laissait tomber, quoi, et qu'il fermait. Et donc du coup, elle est devenue iconique parce que voilà, les gens voulaient avoir le modèle le plus performant, le plus avancé, abouti techniquement parlant. Comme je le disais, véhicule d'il y a 10 ans, c'était vachement bien équipé pour l'époque, avec un système de confort de conduite et de pas de gadgets, mais je dirais d'équipements de sécurité très avancés pour l'époque. Et donc, je pense qu'ils ont réussi leur coup et que cette voiture-là, elle restera un emblème pour les Australiens de ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque. Bon, évidemment, celle-ci, le Powertrain, le groupe motopropulsion, c'est General Motors, c'est clair, le V8. Mais même les modèles en dessous, parce qu'on voit cette voiture-là en Australie très fréquemment, mais dans des gammes en dessous, donc avec le V6, par exemple. Et donc, même le modèle en V6, bah, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle-ci, évidemment. Bien sûr, elle n'a pas forcément le même équipement. Et je pense que c'était possible d'avoir le modèle en dessous V6 avec les équipements de celle-ci, mais c'était des options, quoi. Alors que celle-ci, elle était toute équipée comme elle est là dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Je vais essayer de faire quelques vidéos comme ça de ci, de là, de voitures que je trouvais un peu intéressantes en Australie, des modèles que vous n'avez pas ou des motorisations que vous ne connaissez pas forcément. Ici, c'est la période hivernale et c'est vrai que malgré qu'il fasse pas super froid, je vois très peu de motards sur la route et donc l'opportunité d'interviewer des motards, elle se présente très peu en ce moment. C'est dommage parce que je viens de recevoir 2 petits micros qui fonctionnent super bien, qui seront pratiques pour le cas où, mais pour le moment, bah, c'est à remettre à notre printemps qui sera vers le mois de septembre. Normalement, les beaux jours devraient revenir. Donc voilà, en attendant, merci de vous inscrire, de partager, de mettre un pouce en l'air et d'activer la cloche, comme ça vous verrez quand je mettrai une autre vidéo sur YouTube. Je vous remercie et faites attention sur la route et portez-vous bien, à bientôt.